Le discours de la servitude volontaire, un discours qui est fait par un homme de génie politique, comme on a vu en classe. Avant de revoir tout le cours pour préparer votre dissertation, on va faire un petit résumé bien détaillé, et notamment dans ce résumé, on ne va pas passer à côté des exemples. C'est un peu la chose facile d'éliminer les exemples. Parce qu'en plus, c'est ça ce qui est le plus intéressant, c'est là où on apprend le plus de choses. C'est parti. Alors d'abord, juste sur le titre, pourquoi est-ce que ça s'appelle le discours? Parce que normalement, un discours a 5 parties. Ça a été théorisé par Quintilien au 1er siècle, 1er-2e siècle, après Jésus-Christ, dans l'institution oratoire. Donc dans les 5 parties, il y a d'abord l'exorde, l'introduction, qui commence par la captatio benevolentiae, une phrase d'accroche, une accroche. Ensuite, la narration, alors c'est pour un discours judiciaire. La narration, on expose les faits. C'est dans le livre 4, chapitre 3 de l'institution oratoire, si je m'abuse. La confirmation, ensuite, c'est quand on va développer tous les arguments qu'on a commencé à élaborer dans la narration. La réfutation, c'est quand quand on rejette la thèse adverse. Et la péroraison, c'est l'envolée finale qui doit être bien vibrante, avec ce qu'on appelle le couronnement. Éventuellement, dit Quintilien, on peut avoir une digression. Alors, il y aura presque toutes ces parties dans le discours de la servitude volontaire. Il n'y a pas de partition. La partition, c'est quand on annonce le plan. La Boétie n'annonce pas son plan. Il ne la reprend pas non plus à la fin. Il ne le reprend pas. Et il n'y a pas la réfutation. En fait, il ne consacre pas une partie à la réfutation, mais il réfute beaucoup au sein de ses différents arguments. Il fait aussi une digression sur la Pléiade, on va y revenir. Alors, on commence avec l'exorde. L'introduction de son propos, vous le savez, il commence par citer Ulysse dans l'Iliade. Ulysse qui dit il n'est pas bon d'avoir plusieurs maîtres, il faut en avoir qu'un. Et lui il dit non, non, mais moi je suis pas d'accord. C'est quand même un extrême malheur que d'être assujetti. À partir de là, il va dire qu'il y a un problème. J'aimerais bien comprendre comment est-ce qu'il est possible que tant d'hommes acceptent d'être soumis à un seul tyran. Je fais une petite parenthèse. En fait, les deux. Alors, ça se voit pas forcément, vous savez, il y a plein de traductions de la Boétie parce que c'est écrit en français du XVIe siècle. Dans le texte original, la Boétie a traduit les deux vers du chant 2 de l'Iliade, les vers 204-205, j'oublie un zéro. Il est traduit en alexandrin, j'y reviendrai après, c'est un petit indice intéressant. Dans cet exorde, on commence par cette introduction sur Ulysse et la Boétie écarte le débat pour savoir lequel régime est le meilleur entre la monarchie, la république, etc. Ça, c'est un débat qu'il y a eu chez Platon, chez Aristote, chez Saint-Auguste, chez Saint Thomas d'Aquin. Et il va l'écarter, il va dire que c'est pas de ça dont il est question. Ensuite, dans la problématisation, il va exposer qu'est-ce que c'est que la servitude volontaire et il l'expose avec étonnement. Il dit mais comment est-ce que c'est possible que tant d'hommes acceptent alors qu'il suffirait de 3 fois rien pour renverser un tyran? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui fait qu'on accepte d'être soumis? Cette question, elle est vue en classe. Il demande qu'est-ce que c'est que cela? C'est ce que j'ai appelé l'innommable servitude volontaire. Il y a un autre penseur qui appelle ça l'inconcevable concept. On ne comprend pas, voilà. Et enfin, il va donner l'exemple de Léonidas. Alors, cet exemple, il y a 3 éléments qui reviennent souvent dans la Boétie, et il y a notamment, donc il y a les empereurs romains, les Turcs, et il y a notamment les guerres médiques. En fait, dans les guerres médiques, on a d'un côté les Mèdes ou les Perses, un peu pareil, qui sont vus comme le prototype de la tyrannie, avec des tyrans, et face à eux, on a eu les Athéniens et les Spartiates, donc les Grecs, qui eux étaient des modèles démocrates. Alors, il va donner l'exemple de Léonidas en disant mais quand on se bat pour la liberté, on gagne toujours. Par exemple, Léonidas, qu'est-ce qu'il a fait? Dans les guerres médiques, Léonidas, il a décidé de rester avec 300 Spartiates dans le défilé des Thermopyles. Et bon, bah, il est certes mort, mais ça a permis il s'est sacrifié, c'est magnifique, c'est un héros à louer, et ça a permis aux Grecs finalement de gagner la guerre. Donc quand on se bat pour la liberté, on gagne toujours. Et en plus, on est vertueux comme Léonidas. Et en plus, on donne son nom à des chocolats, mais ça, c'est autre chose. Alors, il fait donc une proposition de la thèse. Il explique ce que c'est que la servitude volontaire. Il dit, mais en fait, un tyran, il ne nous gouverne pas par la force. Hein. C'est nous qui soutenons la tyrannie. Si les gens voulaient se défaire du tyran, ils pourraient, ça veut dire que la servitude est volontaire. Au passage, la Boétie nous insulte un petit peu, hein, nous dit, mais on est misérable, on est insensé, on est aveugle. Comment c'est possible qu'on accepte une chose pareille? Donc il propose qu'on cherche à découvrir comment cette servitude s'est opiniâtrement installée en nous. La confirmation, ensuite, il va faire 3 idées. Quelles sont les explications possibles sur la servitude volontaire? La première idée, c'est qu'en fait, on est en étant déjà asservi et on est élevé dans un monde asservi. Donc, il se pose 2 questions. Est-ce que c'est dans notre nature ou est-ce que c'est dans notre culture, grosso modo? Premièrement, est-ce que c'est dans notre nature? Alors, il dit, bon, normalement, c'est là où il parle de l'amitié.
L'égalité et la fraternité sont dans la nature. En fait, on n'est pas tous égaux, mais cette inégalité, elle permet qu'on s'entraide les uns les autres, que les forts viennent à l'aide des faibles. Et donc, normalement, la servitude n'est pas naturelle. Alors, il donne des exemples, les exemples des animaux qui sont prêts à tout pour rester libres. Par exemple, les chevaux, les éléphants qui sont prêts à casser leur défense d'ivoire plutôt qu'être pris. Et il dit, bah, si par hasard aujourd'hui il naissait des gens tout neufs, ces gens-là préféreraient la liberté à la servitude. Alors, normalement, on perd la liberté seulement si on est contraint. Donc, il donne l'exemple des Grecs avec Alexandre le Grand, qui ont été battus par Alexandre le Grand. Il donne un autre exemple avec un tyran grec. Ou alors si on est trompé. Donc, les Siciliens à Syracuse, c'était aussi des Grecs à l'époque. Ils ont été trompés par le tyran Denis Ier. Le voilà, le tyran Denis Ier. Alors du coup, si c'est pas dans notre nature, apparemment ça n'est pas dans notre nature, est-ce que c'est par habitude qu'on devient asservi? Alors il prend l'exemple, c'est un des seuls exemples contemporains que la Boétie prend, l'exemple de la République de Venise. Les Vénitiens, ils sont nés libres, c'est un modèle de république, il n'y a pas de tyrannie, et jamais ils accepteraient la tyrannie. Il prend aussi l'exemple des 2 chiens de Lycurge, qui est un exemple antique. Lycurge, est le chef des Lacédémoniens, c'est la même chose que les Spartiates. Et donc Lycurge, il a élevé 2 chiens, un dans la servitude, un dans la liberté. Il les lâche et il regarde à quoi va courir chacun des chiens, il ne court pas la même chose. Donc on peut bien être élevé dans la servitude. Là, ça va corrompre notre nature. Il prend aussi l'exemple, c'est un des meilleurs exemples qui vient de Hérodote, les 2 Lacédémoniens avec le Perse Hydarnès, j'aurais dû écrire une majuscule à Perse. Donc en gros, ce sont 2 Lacédémoniens qui sont envoyés à un Mède pendant les guerres médiques, suite à un épisode où les Spartiates avaient exécuté injustement de Mèdes. Du coup, ils ont envoyé deux Spartiates pour se faire en échange, quoi. Et le Perse Hydarnès leur dit, mais regardez-moi tout ce que mon tyran peut me donner, regardez-moi tout ce que j'ai grâce à la tyrannie, pourquoi j'ai une belle maison, je vous accueille bien, etc. Pourquoi vous n'acceptez pas la tyrannie? Il y a plein d'avantages. Et les Lacédémoniens leur disent, mais si tu avais connu la liberté, toutes tes richesses, toutes les largesses de ton tyran, tu n'en voudrais pas. Enfin, il donne l'exemple de Caton et Sylla. Le jeune Caton, dès sa petite enfance, veut tuer le tyran Sylla. Ça prouve bien qu'il a été élevé à l'époque de la République romaine, dans un monde libre, parce que dès son enfance, lui, il avait un goût pour la liberté. Pour finir, l'exemple des Cimériens, c'est un peuple légendaire qui vit la nuit. C'est un peuple qui n'a jamais connu le jour, donc il est habitué à la nuit, comme nous. Nous avons grandi dans la servitude, nous sommes habitués à la servitude. Donc finalement, c'est l'habitude qui fait qu'on accepte d'être servile, et donc ça va corrompre notre nature qui nous pousse à la liberté. Donc finalement, l'homme est libre par nature, c'est l'habitude qui le rend servile. Il y en a quelques-uns quand même qui sont rétifs, qui gardent une habitude de la liberté, ce sont les savants. Donc, évidemment, la Boétie en tant qu'humaniste se met dedans. Et donc il donne l'exemple du grand Turc qui se méfie des savants. Il donne aussi l'exemple quand même de quelques-uns qui ont fait des conjurations contre les empereurs romains, mais malheureusement ils ont échoué. Donc il y en a quelques-uns quand même qui gardent le goût de la liberté initiale. Alors, quelles sont les explications possibles sur cette servitude volontaire? Deuxième idée qu'il donne, après avoir expliqué que c'est par habitude, l'asservissement, ça nous rend lâches et ça nous rend efféminés. Donc efféminé, j'ai bien expliqué en classe, ça veut dire que on perd cette aptitude à combattre. Voilà, on arrête de combattre. Alors, premièrement, le tyran doit endormir la combativité du peuple. Il doit l'endormir, il doit l'hypnotiser pour que le peuple n'ait plus envie de se battre. Sinon, il devrait se méfier de ses propres sujets, ça serait invivable. Alors, il va prendre plusieurs exemples. Je vais juste développer celui d'Hippocrate qui est le plus intéressant. En fait, il y a une légende, la Boétie dit qu'il y a même une lettre, mais cette lettre, on ne l'a pas retrouvée, qui parle de ça. En gros, pendant les guerres médiques, toujours, Hippocrate, le père grec de la médecine, qui est un modèle d'honnêteté, vous savez, c'est lui à qui on doit le serment d'Hippocrate, c'est l'homme intègre par excellence. Les Perses ont essayé de l'avoir dans leur camp, ont essayé de lui offrir des cadeaux, ils ont fait des largesses, des libéralités, comme dit la Boétie, pour que Hippocrate accepte de soigner les Perses. Et Hippocrate a dit non, 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 moi tout ça c'est bien joli, moi je veux servir mon peuple, les Grecs, parce que je veux servir la liberté et pas la tyrannie. Bon, à part lui, on est facilement corrompable. Donc stratégie numéro 1, les jeux. Ça c'est notre texte qu'on a vu en classe aussi avec Cyrus. Donc Cyrus avait envahi la Lydie et notamment la ville de Sardes, et les Sardes commençaient à vouloir se rebeller. Donc Cyrus s'est dit, oh, j'ai pas envie d'aller encore combattre par la force, je vais faire une autre stratégie. Et donc il va proposer aux Sardes plein de jeux, des jeux gratuitement, pour petit à petit endormir, c'est le principe du pain et des jeux, Panem et Circenses,
pour endormir le peuple en lui proposant toujours plus de divertissements, et au bout d'un moment, le peuple, il est gorgé de tous ces divertissements, donc il ne veut pas se rebeller. Stratégie numéro 2, faire des cadeaux, ce qu'on appelle les évergésies, les largesses et libéralités du tyran. Les évergésies, c'est quand on vous fait un cadeau, mais qu'en fait, c'est du clientélisme. C'est parce qu'on s'attend à ce que on vous achète, en fait. Donc, il donne 3 exemples qui sont des tyrans pour lui profondément tyranniques. Désolée pour ce... Et donc, les exemples de Tibère, de Néron et de César qui ont tellement donné à leur peuple que, paradoxalement, alors qu'ils étaient odieux, à leur mort, le peuple les a regrettés. Stratégie numéro 3, être divinisé, la superstition. Par exemple, les rois assyriens et les rois mèdes se présentent en public le moins possible pour créer une espèce d'aura de divinité autour d'eux. Les premiers rois d'Égypte, eux, se déguisaient pour qu'on ait une espèce d'image un peu superstitieuse. Il y a l'orteil de Pyrrhus qui est censé guérir, il y a aussi d'autres personnes, d'autres rois qui sont censés vous guérir comme si c'était magique. Alors ici, la Boétie ne fait pas une référence directe, mais en fait on pense aux écrouelles, c'est l'idée que le roi de France pouvait guérir les gens. Et enfin, il donne quand même un petit avertissement. Si jamais vous faites trop passer pour un dieu, vous allez en payer le prix, vous êtes coupable d'oubris. Il donne l'exemple de Salmonée qui faisait croire qu'il avait le foudre de Zeus, mais en fait Zeus a fini par être en colère et par le foudroyer avec sa propre foudre. Et là, on a une référence au roi de France. On a une référence actuelle, si j'ose dire. Les rois de France ont des symboles aussi qui ont été un peu fétichisés. Donc par exemple, la reine Clotilde, elle aurait eu un songe, Dieu lui dit de remplacer le symbole du crapaud de son mari par la fleur de lys. La sainte ampoule, c'est l'huile par laquelle Saint-Denis aurait oint le roi Clovis. C'est une huile un peu qui aurait été donnée par Dieu, enfin un peu légendaire, pour sacrer les rois de France. Et puis là, l'oriflamme de Charlemagne aussi, pareil, c'est un peu un symbole légendaire. Ici, la Boétie fait sa digression. Sa digression, il fait l'éloge de la Pléiade. Donc en fait, spécialement de 3 poètes, Ronsard, Baillif et Du Bellay, et notamment de cette œuvre un peu mythique de Ronsard. Ronsard, pendant une ou 2 décennies, a dit qu'il allait écrire la Franciade, une épopée comme l'Énéide qui racontait les origines mythiques de la France. Tout le monde s'est hyper enthousiasmé, c'était le projet du XVIe siècle, le projet littéraire. Finalement, c'est une montagne qui a accouché d'une souris. Ronsard a écrit 3 fois rien, puis après il a abandonné. Il a juste écrit les 4 premiers livres. Alors je fais une petite remarque. Cet éloge de Ronsard, en fait, ça prouve que ce passage a été rajouté après. Le discours daterait plus ou moins de 1548, sauf qu'en fait le premier recueil de Ronsard c'est 1550, le premier recueil avec des alexandrins c'est 52, le premier recueil vraiment en alexandrin c'est 55, le Baillif. Et puis aussi les regrets du Bellay qui a été commencé à être rédigé en 53, mais publié plus tard. Donc ça veut dire que quand la Boétie traduit des passages en alexandrin, donc il y a le passage d'Ulysse, il y a le passage de Salmonée, et puis il y a un petit passage qu'il écrit à Longa aussi en alexandrin, en fait, ça paraît bizarre que ça ait été écrit en 1548. Pareil, donc les adresses à Longa ont peut-être été rajoutées après. Pareil, cet éloge de la Pléiade, ça paraît anachronique d'avoir été écrit en 1548. Ronsard et Du Bellay ne se sont rencontrés qu'en 1547. Donc ce passage, ça montre que le discours de la servitude volontaire, il n'a pas été écrit en une seule fois. Ce passage a probablement été rajouté après. Voilà pour la digression. Après la Boétie, bon, revenons à notre sujet, donc on y revient. Troisième et dernière idée, sur les explications possibles sur la servitude volontaire, cet asservissement n'est pas maintenu par la force. En fait, le tyran, il ne règne pas par la force, il règne par des collaborateurs. Il a des favoris, des mignons, des complices, qui vont collaborer avec lui, mais en fait, ces favoris sont aussi des serfs volontaires. Alors, premièrement, le tyran se base sur une pyramide de favoris. On pourrait croire que ce sont les gardes qui garantissent sa sécurité, mais ce sont les favoris, les gardes ne servent pas à grand chose. Et même ils peuvent se retourner contre lui. Chacun a des favoris au rang inférieur, donc c'est le 3e extrait qu'on a vu en classe. Ça crée une grande chaîne de tyrannie. Donc le tyran a à peu près 5 ou 6 tyrannos. Chacun en ont, on avait calculé, chacun en ont 10. De 6 on passe à 600, je me souviens plus, puis 6000, enfin voilà, il y a une pyramide de tyrannie. Et donc le tyran asservit les sujets les uns par les autres. Entre parenthèses, ça c'est le coup de génie de la Boétie, le tyran il a intérêt à ce que ses favoris soient cruels et commettent des exactions. Parce qu'une fois que le favori fait des exactions, est méchant envers le peuple, il a besoin du tyran pour le protéger. Donc il est dépendant du tyran, ça c'est un coup de génie. Mais finalement les favoris, en fait on leur donne du pouvoir, mais ce sont les plus asservis de tous.
Comme ils sont proches du tyran, ils subissent encore plus ses caprices, ils doivent se surveiller en permanence. Et finalement, leur sort n'est pas favorable. Donc ici, la Boétie, en fait, vous secoue. Vous dit, non mais les favoris, réveillez-vous, votre sort n'est pas favorable. Déjà, souvent, le tyran finit par les tuer. Donc là, on va donner 3 exemples de proches de Néron, Sénèque, Burrus et Traséas. Alors, Sénèque en particulier, c'était le précepteur de Néron. Et en fait, Néron l'a condamné à s'ouvrir les veines, c'est atroce. Donc, pas favorable du tout. Hein. Ensuite, il va donner l'exemple, toujours dans l'entourage de Néron et de Claude, son prédécesseur, les exemples de femmes qui sont les favorites, et qui en fait se font tuer, elles finissent mal elles aussi. Donc, par exemple, Popée, Néron l'aimait beaucoup, mais il a fini par la tuer avec des coups de pied dans le ventre, et après il se plaint de l'avoir tuée. Beau féminicide, ça aussi. Agrippine, c'est la mère de Néron, la femme de Claude, donc elle a tout fait pour mettre son fils au pouvoir à la place de Britannicus, et en fait, pour la remercier, Néron, il a fait quoi? Il l'a fait tuer, la pauvre. Et enfin, Messaline, la jeune femme de Claude, l'empereur Claude. Claude l'aimait beaucoup, comme je vous avais expliqué, elle était nymphomane, la pauvre. Et du coup, Claude l'a fait tuer, elle aussi. Bon, super, hein. Donc le sort des favoris n'est pas favorable, pour faire un petit jeu de mots. Et donc les tyrans, en fait, vont se méfier des favoris, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui peuvent les tuer. Donc on donne l'exemple de 3 empereurs romains qui se sont fait tuer par leurs favoris. Domitien, il s'est fait tuer par une conjuration de favoris. Bon, évidemment, il y aurait aussi César, vous savez, que son fils Brutus. Commode, il s'est fait tuer parce que Marcia, sa favorite, avait vu qu'elle était sur la liste des prochains condamnés à mort, donc elle a demandé à un autre type qui était aussi sur la liste d'aller tuer Commode. Et Commode, c'est l'horrible empereur qu'il y a dans Gladiator. Et pour revenir à Gladiator, Caracalla, vous savez que Caracalla, c'est celui dans Gladiator 2, je pense que vous l'avez vu, qui a fait tuer son frère. Et bien Macrinus, après, va tuer Caracalla. Donc finalement, l'amitié avec le tyran, elle n'existe pas. On ne peut pas être ami avec le tyran. Alors l'amitié, c'est un truc super important pour la Boétie, et de manière générale pour les humanistes, et même pour toute la pensée du pouvoir à l'époque. Hein, normalement, il y a une amitié même entre le roi et ses sujets. Entre vassaux, il y a une amitié. L'amitié, ça suppose quand même une certaine égalité, un certain retour des choses. Or, l'égalité n'est pas possible avec le tyran. Enfin, pour terminer, pour bien convaincre les gens de ne pas être des favoris, la postérité, elle est très sévère envers les favoris. Le déshonneur de leur collaboration va les suivre même après leur mort. On continuera à dire du mal d'eux. Ils vont marquer leur histoire, mais dans le sens marquer l'histoire dans le sens négatif. Et on termine avec une péroraison, une envolée finale, qui est très courte. D'abord, la Boétie dit mais apprenons à bien faire. Il y a un appel à notre bonne conscience. Et enfin, il assure que les tyrans vont être punis par Dieu. Et ben voilà, on a terminé notre petit résumé. Bon courage pour revoir tout ça.